Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Révélation et Aventure. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble l'épisode spécial Khéops, découverte mystérieuse de Science Grand Format, ce type de documentaire de France 5. Révélation et Aventure, c'est le rendez-vous francophone des passionnés de civilisation ancienne, mais aussi de toutes les beautés du monde. Et à ce titre, je tiens à remercier les Québécois qui sont de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos. Donc à vous, les Canadiens, je vous remercie du fond du cœur. Donc Science Grand Format, qu'est-ce que c'est? C'est ce documentaire qui a été diffusé pour la première fois, si je dis pas de bêtises, mardi dernier, le 28 novembre. Un documentaire absolument magnifique, des images exceptionnelles. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que nous, téléspectateurs, nous étions plongés en pleine immersion au sein de l'équipe Scan Pyramide à travers les pérégrinations entre le début du projet Scan Pyramide jusqu'à l'annonce des résultats il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines sur la chaîne, j'avais fait une petite vidéo de vulgarisation et de regroupement de toutes les infos qu'on avait, en tout cas qui avaient été publiées à ce moment-là. Donc si vous voulez revoir cette vidéo en guise d'introduction, je vais mettre le lien dans la description. Donc dans cette vidéo, je vais vous livrer un petit peu mon décryptage, mon ressenti positif, négatif par rapport à ce que j'ai vu. Et aussi on va voir ensemble quelles sont les pistes de réflexion ultérieures que cela peut amener, car le projet Scan Pyramide, c'est encore quelque chose qui est en cours en ce moment. Ils sont toujours... Ah, les joggeurs du matin. C'est un projet qui est toujours en cours en Égypte, donc le projet Scan Pyramide, même s'il y a eu ce documentaire, même s'il y a eu les annonces médiatiques, c'est absolument pas terminé. Donc voilà, une fois de plus, avant de commencer, je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour vos commentaires, vos petits pouces, vos abonnements, vos partages sur les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire et à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et donc l'épisode Science Grand Format spécial Khéops, mystérieuse découverte liée au projet Scan Pyramide qui a débuté en 2015, c'est parti. Plus qu'un aspect documentaire, il y a réellement un aspect suivi, jour après jour, semaine après semaine, qui nous plonge au cœur de l'équipe et qui crée un sentiment de proximité qui permet au public de vraiment se sentir concerné. Aussi, les doublures sont vraiment bien faites, avec des voix de doublage qui correspondent bien au physique et au langage corporel des chercheurs. Gardons à l'esprit que nous sommes face à un documentaire diffusé sur une chaîne nationale, à une grandeur d'écoute. Pour ceux qui connaissent un peu le fonctionnement des médias, il y a un cahier des charges, entre guillemets, pour toute production, un scénario, si vous préférez, pour que le documentaire soit intéressant pour monsieur et madame tout le monde, qui constituent la grande majorité de l'audience de France 5. Il y a forcément un fossé entre ce que l'on peut montrer et ce que l'on montre finalement. Ce n'est pas forcément un parti pris, une vision biaisée ou de la malhonnêteté intellectuelle, mais plutôt une adaptation, même si le terme peut s'avérer maladroit, vis-à-vis du médium sur lequel le document sera diffusé. À la télé, on applique le concept de KISS, Keep It Simple Stupid. Il suffit de regarder les matchs de foot ou des émissions à épisodes du style Koh-Lanta. On rappelle ce qu'on a vu, on montre et on débriefe, ou alors on donne un aperçu de ce qui va venir prochainement. D'ailleurs, pour les fans de séries télé et leur rouage, qui s'applique aussi aux productions documentaires, je peux vous conseiller un livre de 2010 qui s'intitule L'art des séries télé, livre qui a été écrit, si je ne dis pas de bêtises, par Vincent Colonna. Bref, tout ça pour dire que si l'on regarde un documentaire qui passe à la télé, d'autant plus si c'est sur France 5 en prime time, nous sommes face à une production grand public qui se doit de toucher le plus grand nombre de spectateurs et que forcément cela a des incidences sur le rendu final, sans que, comme je le disais, ce ne soit délibérément mensonger. On y reviendra plus tard, mais je tiens à dire pour commencer que ce documentaire constitue à juste titre la meilleure explication du process de scan au muon. On sait quasiment tout. Fantastique travail quasi exhaustif de toute l'équipe qui a réalisé ce documentaire. Par contre, le revers de la médaille, c'est que pour préparer le grand public à assimiler ces formidables informations, il faut néanmoins passer par l'immortelle introduction un peu fantastique des mystères d'Égypte pour que le spectateur soit délicatement lové dans son canapé, entre impatience et fascination, et c'est effectivement comme ça que débute le documentaire. D'entrée de jeu, on nous montre les supposés Égyptiens de l'époque en train de construire les pyramides. Dans l'approche mystérieuse que constitue la découverte de la cavité, ils auraient pu en rajouter une honnête couche en disant
que les papyrus et documents qui relatent ou illustrent des constructions de pyramides, enfin plutôt des déplacements et tailles de blocs pour être plus précis, datent de 1000 à 2000 ans après les supposées dates d'édifice des pyramides de Gizeh. C'est en comprenant cela que l'on peut aisément mettre en doute ces documents sortis un petit peu de nulle part qui expliquent tant bien que mal ce qui demeure un mystère aujourd'hui encore. Khéops, Khufu en égyptien, ce sont quelques cartouches et c'est un petit peu tout, si ce n'est la minuscule statuette en ivoire présente au rez-de-chaussée du musée du Caire qui est mentionnée dans le documentaire. Comme le dit si bien ce reportage, cela constitue une certaine curiosité compte tenu de ce qu'il a fait construire, en tout cas supposément. Là aussi, pourquoi ne pas relever cette curiosité comme piste d'autres réflexions ? Cela constituerait en tout cas peut-être un blasphème pour le cadre de diffusion dans lequel le documentaire s'inscrit, mais le plantage de graines habile eût été sympa, en tout cas c'est mon avis. Un petit peu plus tard, on nous dit que en 833 après Jésus-Christ, le calife Al-Mamoun décide de pénétrer la grande pyramide et commencer à creuser en espérant pouvoir en percer, jeu de mots, les mystères. L'égyptologue qui nous raconte l'histoire du calife nous dit que les textes anciens arabes parlent du parement en calcaire encore présent sur la pyramide. Elles étaient recouvertes de calcaire blanc et brillant. Puis on nous dit que, je cite, le passage d'entrée d'origine devait être par ici. Il s'est dit que l'entrée d'origine devait être par ici, et ils ont commencé à marteler. Donc si je comprends bien, le parement entre guillemets isolant était présent, et le calife, même s'il était épaulé de sbires aux compétences scientifiques indéniables, a décidé de creuser un petit peu au pif, et serait alors tombé moins de 30 mètres plus loin, sur le bas du couloir ascendant. Le hasard fait souvent bien les choses, car le calife aurait pu creuser n'importe où d'autre, il ne serait pas tombé si facilement sur quoi que ce soit. Pour être entré dans la grande pyramide moi-même, un peu plus d'une dizaine de fois, on se rend compte que s'il avait percé 1 mètre plus haut ou 1 mètre plus bas, il aurait probablement creusé jusqu'à l'autre bout de la pyramide sans jamais rien trouver. Encore pire, s'il avait commencé à percer sur un des 3 autres côtés de la pyramide de Khéops, sur les faces sud, est ou ouest, il n'aurait rien trouvé du tout non plus. Il serait plus probable d'imaginer à ce moment-là que le calife avait eu accès à des informations très anciennes qui auraient indiqué les détails de la structure interne de la pyramide. À cela, on pourra cependant objecter que s'il avait eu accès aux infos structurelles du bâtiment, il serait allé quelques mètres plus haut, tout simplement, pour percer la vraie entrée d'origine de laquelle part le couloir descendant. Bref, toujours est-il que ce perçage qui aboutit trop en fait, rapidement sur un couloir démontre une chance si grande qu'on peut se demander si c'est vraiment de la chance. On peut par contre supposer que le calife avait bien fait ses devoirs et avait déterminé que sur presque toutes les pyramides, les entrées se situent au nord. Pour ce qui est de l'estimation de la hauteur du perçage de tunnel pour tomber presque nez à nez avec des couloirs, eh bien, je dirais qu'on s'abstiendra bien de commenter. Cette même égyptologue nous parle des méthodes d'extraction utilisées dans les carrières. Arroser avec du vinaigre des pierres devant lesquelles on faisait du feu, créant alors de fissures suffisamment importantes pour permettre aux outils de tailler la pierre en question. Cela consistait à faire un très grand feu et à arroser d'un coup avec du vinaigre. Et quand le vinaigre entrait en contact avec la roche, elle se fissurait, explosait et se fracturait. Pas besoin de revenir là-dessus, nous verrons dans une prochaine vidéo ce que nous avons filmé directement dans la carrière d'Assouan il y a quelques semaines avec un architecte et un géomètre, carrière où nous avons vu l'évidente utilisation d'outils d'extraction, j'ai bien dit outils et pas machines d'ailleurs, qui n'étaient en rien ce que l'on pense aujourd'hui. Autre chance du calife Al-Mamoun, c'est de tomber sur ce bouchon granitique qui mène aussi au couloir descendant jusqu'à la chambre souterraine. Ce que j'ai apprécié dans le documentaire, c'est de voir les yeux de cet égyptologue qui pétille vraiment après 30 années de métier en se baladant dans la chambre souterraine. Ça change clairement d'un Zaïawas qui semble faire la gueule même quand il sourit. Donc c'était un petit brin de fraîcheur tout à fait appréciable. On parle donc de couloirs ascendants et descendants étant condamnés, mais que durant l'Antiquité, ce lieu était destiné à des cultes de dieux et visité par les Grecs et les Romains, car de la suie a été retrouvée sur les plafonds. Les Grecs et les Romains avaient certainement visité l'endroit avant eux.
À moins d'avoir zappé quelque chose ou d'avoir mal compris un élément, je me demande comment les Grecs et les Romains ont eu accès à cette chambre souterraine alors que, petite 1, le parement était intact, sans quoi le calife se serait probablement facilité la tâche en allant creuser là où il aurait vu des traces d'effraction antérieures à son règne. Petit 2, le couloir descendant était bouché par des blocs de granit. Et petit 3, si ce bouchon de granit a été posé là par les Grecs ou les Romains, comment sont-ils ensuite sortis de l'édifice sans aucun accès, ni à une autre entrée, /sortie, creusée par exemple comme celle du calife, ni à l'entrée originelle située au début du couloir descendant, cette entrée avec des chevrons aujourd'hui visibles de l'extérieur de la pyramide. On nous dit ensuite que cette entrée d'origine était utilisée avant d'être oubliée et ensevelie jusqu'à l'arrivée d'Al-Mamoun. Déjà, est-ce que cela veut dire que le parement était percé juste à cet endroit ? On ne nous dit rien concernant ça. Là encore, je ne comprends pas très bien. Cette entrée d'origine est située plus haut que le couloir creusé par Al-Mamoun. Si lors du règne d'Al-Mamoun, le niveau de la pyramide auquel il a percé son nouveau tunnel, entre guillemets, était désensablé, que ce soit naturellement ou artificiellement d'ailleurs, peu importe, a fortiori, l'entrée d'origine était elle aussi désensablée, car elle était située plus haut. Donc pourquoi s'est-il embêté, pour rester poli, à creuser à l'aveugle plus bas, au lieu d'emprunter le couloir descendant prévu à cet effet ? Moi je dirais que probablement parce qu'il n'a rien vu à travers le parement encore intact et brillant comme le décrivent les textes. Mais qui dit parement intact, dit absence de découverte de l'entrée de base, et donc impossibilité de l'utilisation ou du pillage de la pyramide avant Al-Mamoun lui-même, ni de découverte d'ailleurs de chambres souterraines. D'ailleurs, en parlant de pillage, que je mentionnais il y a quelques secondes, le pillage de la chambre du roi, qui est l'explication donnée pour justifier l'absence de corps, de bijoux et d'autres décorations sépulcrales, le pillage de la chambre du roi n'a pas été possible en raison des blocs de granit condamnant le couloir ascendant qui mène d'abord à la grande galerie, puis à l'antichambre, puis à la chambre du roi, la chambre haute. Et si le pillage fut postérieur à Al-Mamoun, nul doute que les récits si précis et tangibles pour la description de l'extérieur de la pyramide l'auraient été tout autant pour la découverte du contenu du reste de la pyramide, vous pensez pas ? Dans le documentaire, on enchaîne ensuite sur la chambre du roi qui nous est présentée comme une merveille d'architecture, chose que, évidemment, je confirme et que tout le monde peut confirmer. Dommage d'ailleurs qu'on soit passé si rapidement sur la grande galerie qui est une prouesse autrement plus impressionnante avec son encorbellement incliné qui constitue une gageure architecturale de haute volée. Pour ce qui est de la chambre du roi, le documentaire a le mérite de confirmer ce que je disais avant. La pièce est découverte complètement vide par Al-Mamoun et ses équipes. Et au fond de la pièce, ils ont découvert le sarcophage du roi. La pièce et le sarcophage étaient complètement vides. J'imagine qu'Al-Mamoun et ses hommes ont été très déçus. Et compte tenu du couloir ascendant, qui était jusqu'alors inaccessible, cela veut bien dire que rien n'a été pillé avant qu'Al-Mamoun n'arrive. Le documentaire nous balance d'ailleurs une illustration où l'on voit les potes d'Al-Mamoun dans la chambre haute avec un coffre intact. Enfin intact. Il est sans couvercle, mais sans son bord cassé. Je pense effectivement que le dessin est fidèle à ce qu'ont vu le calife et ses sbires, mais alors quid du couvercle ? Car je pense aussi que la partie détériorée du sarcophage, telle qu'on la voit aujourd'hui quand on visite la chambre haute, est due au entre guillemets sautage du couvercle pour ouvrir le coffre. Par conséquent, on devrait soit avoir un sarcophage 100% intact, avec son couvercle, soit déjà explosé, mais sans couvercle. La représentation lisse et propre, mais sans couvercle, même si cela reste un dessin, pose de nombreuses questions, notamment la question suivante de savoir s'il y avait véritablement un couvercle au coffre de la chambre haute. Un petit peu plus tard, on commence à poser les bases exploratrices modernes avec la description des missions qui, depuis plus de 50 ans, cherchent mais ne trouvent pas, ce qui a pour doux effet recherché de mettre le spectateur dans une sorte de soif de découverte encore plus grande.
Et là on pose le vrai synopsis du scénario du reportage, c'est que l'objectif de Mehdi Taïoubi et de Hani Helal, les fondateurs du projet, est de voir à travers les pyramides par des techniques non invasives. C'est là qu'interviennent les muons, ces particules cosmiques. Dès lors, la mission peut commencer avec les demandes d'accréditation déposées auprès du ministère des Antiquités. Je disais en début de vidéo que ce documentaire est celui qui, à mes yeux, a le mieux expliqué le concept des muons. Les muons, ce sont donc ces particules issues de l'explosion d'une étoile dans le confin de l'univers. Ces particules cosmiques nous arrivent sur Terre et sont capables de traverser la matière. Lorsque cela arrive, lorsque les muons traversent des densités plus fortes, les particules perdent en énergie. Et c'est cela que vont mesurer les appareils à muons, les détecteurs qui vont être posés un petit peu partout à travers les pyramides. Pour que l'équipe menée par un japonais de Nagoya mette en confiance le ministère des Antiquités égyptien, elle devra prouver la technique sur un autre édifice dont, je cite, « nous connaissons déjà la composition interne ». Pour ce faire, ils iront scanner la pyramide rhomboïdale de Dachour, ma pyramide préférée. D'ailleurs, je m'étonne de l'assurance avec laquelle on affirme que la structure interne de la rhomboïdale est connue, alors que des mystères subsistent concernant la pyramide dite de Khéops. Pourquoi n'y aurait-il pas d'autres cavités secrètes dans la rhomboïdale ? De plus, dans la pyramide, on nous dit qu'il faut emprunter un escalier pour arriver à la première chambre. Mais comment cela se passait-il lorsqu'il n'y avait pas cet escalier ? Qui accédait aux chambres et comment ? Les chambres avaient-elles vocation à être visitées ? Peut-être que non. Une question complexe à traiter qui de toute évidence n'a pas sa place dans un tel reportage, mais qu'il conviendra de soulever ici directement sur YouTube, et je vous encourage à poster des petits commentaires, car on a là quelque chose de récurrent par rapport à ce qu'on retrouve aussi dans la pyramide rouge, avec cette chambre haute, visiblement inaccessible, sans l'escalier de bois qu'on a placé de manière moderne. D'ailleurs, j'en parle dans la vidéo que je remettrai dans la description, vidéo consacrée à la pyramide rouge de Dachour. Oui. Dans la pyramide rhomboïdale, on voit d'ailleurs les chauves-souris qui sont données comme explication à l'odeur ammoniacale de la pyramide rouge de Dachour. Pourtant, après tous mes passages dans la pyramide rouge, je n'y ai vu jamais aucune chauve-souris, animal pourtant facilement détectable. Et ici, le reportage ne mentionne pas l'odeur d'ammoniac dans la rhomboïdale. Donc ça veut dire que dans la rhomboïdale, c'est l'inverse de la rouge. On n'a pas d'odeur d'ammoniac, mais on a les chauves-souris. Et pas que ce soit leur priorité, mais je subodore que l'odeur aurait dû être assez forte pour qu'on en parle, ne serait-ce qu'en détail un petit peu cocasse. Dans la pyramide rouge, ça se sent direct en arrivant, et ça augmente à mesure qu'on approche de la chambre haute. Alors, après les heures passées dans la pyramide rhomboïdale à placer les détecteurs à muons, nul doute que si odeur d'ammoniac il y a eu, sa force et sa persistance auraient au moins créé une petite ligne, un petit clin d'œil dans le texte du reportage. En tout cas, c'est mon avis. Avant d'installer tout le matos dans la chambre haute de la pyramide rhomboïdale, les scientifiques doivent emprunter un boyau qui relie les deux chambres. Un boyau que l'on dit contemporain de la construction de l'édifice. Ce tunnel, qui date de la construction de la pyramide, permet d'accéder à l'autre chambre funéraire, la chambre haute. Personnellement, ça m'a fait plaisir d'entendre ça, car ce passage, qui ne ressemble en rien au couloir exigu de toutes les pyramides, ressemble à s'y méprendre à celui de la grande pyramide reliant la base de la grande galerie au passage descendant. Pourtant, dans la grande pyramide, on nous balance toujours les habituelles théories farfelues, style pillage, hasardeux, tomber pile poil sur un couloir minuscule menant au Graal, etc., etc. Ici, au moins, on n'a pas peur de dire que tout était conçu de concert, bien plus acceptable que les sempiternels pilleurs. Un peu plus tard, le reportage il nous emmène à Nagoya, et là je dois dire que j'ai été littéralement bluffé par l'ampleur des moyens techniques mis en œuvre, rien que pour l'analyse des données ramenées d'Égypte. Pire qu'un mineur de Bitcoin, franchement. On peut dire ce qu'on veut sur Scan Pyramid, c'est quand même du très lourd technologiquement. Par contre, j'avoue que pour le public lambda, dont nous faisons tous partie d'ailleurs, parce qu'on ne maîtrise pas la technologie et la technique des muons, le résultat montré n'est visuellement pas des plus excitants. On a à faire une sorte de vague mapping un petit peu coloré qui de prime abord ne semble guère probant.
Pourtant, les scientifiques japonais semblent extrêmement satisfaits, donc on en conclut que c'est bueno. Enfin, pas si bueno que ça, car le documentaire nous présente alors le fameux Zai Hawass. Zai Hawass, ancien directeur du ministère des Antiquités, dont il ne fait plus partie officiellement, trône toujours fièrement sur ses terres et accueille tous les Occidentaux avec, je dirais, une condescendance presque malsaine. Vous le verrez d'ailleurs dans la dernière vidéo tournée au Sérapéum de Saqqara avec le groupe que j'ai guidé en novembre de cette année. Lorsque nous sommes arrivés au Sérapéum, il y avait un gros car de Misr Travel, Misr M-I-S-R, ça veut dire Égypte, qui était parqué proche de l'entrée. Et dans le Sérapéum, il y avait Zai Hawass avec un groupe, et il interdisait que d'autres visiteurs n'entrent en même temps que lui. Ça montre bien que ses réactions sont carrément épidermiques, et ça en devient vraiment perturbant. Par contre, il accueille toujours à bras ouverts les Occidentaux qui payent les sommes astronomiques qu'il demande, qui vont de 6 à 7 000 $ par personne, pour participer à la grosse vingtaine d'expéditions qu'il organise chaque année. Et donc, comme Mr. Hawass était là, au Sérapéum, il a fallu rebrousser chemin pour revenir plus tard, pour enfin profiter du Sérapéum à nous tout seuls, et vous verrez dans la vidéo que le jeu en a valu largement la chandelle. Bref, désolé pour cette digression, j'en reviens à Zai Hawass qui, soit dit en passant, en 2011 a été condamné à verser des dommages et intérêts, et il a aussi été condamné à une peine d'emprisonnement ainsi qu'à la démission forcée de ses fonctions, donc ministre des Antiquités à l'époque. Cette affaire l'opposait à la justice égyptienne sur la création d'une librairie au sein du musée égyptien du Caire, pour lequel il y a eu des malversations où l'appel d'offres entre guillemets n'a pas été respecté. Donc monsieur condamné par la justice mais toujours en tête de la locomotive du train égyptologique, voilà, c'est un fait. Nous sommes bel et bien dans un monde politique où l'intégrité et la recherche n'ont rien à voir avec les motivations individuelles des acteurs principaux. Et le ministère des Antiquités n'est guère mieux. Ce ministère des Antiquités, pour la petite histoire, j'ai été en contact direct avec eux à 2 reprises lorsque j'essayais de voir comment il était possible de mettre en place une visite privée du plateau de Gizeh avec un de mes groupes, et j'ai été assez souvent, comment dirais-je, confronté à la mauvaise foi constante qui n'était là que pour freiner ma démarche. Lorsque j'appelais au jour 1, je tombais sur la personne A qui me disait que ça allait coûter X. Le lendemain, j'appelle et je tombe sur une autre personne qui me donne un autre prix. Le jour d'après, je retombe sur la première personne qui me donne encore un autre prix, car soi-disant, elle avait oublié de dire que ça comprenait pas ceci, cela, plus des photos, plus machin, plus truc. Et ça a été valable non seulement lorsque je les ai eus au téléphone, mais aussi lorsque je suis passé directement, aussi à 2 reprises, dans les bureaux du ministère des Antiquités, directement au Caire. Donc c'est vraiment la foire à la saucisse, la mauvaise foi constante. On est toujours là pour freiner et mettre des bâtons dans les roues, alors qu'il y a visiblement aucune raison. Donc le ministère des Antiquités, il faut aussi comprendre que c'est pas le colloque officiel des égyptologues de bonne foi qui vivent leur passion à travers leurs recherches, mais bel et bien un organisme essentiellement politique dont les motivations sont tout autres que celles des égyptologues. C'est d'ailleurs là que le bas blesse et que les incohérences administratives surgissent comme un petit peu ce que je vous ai décrit à l'instant. On est vraiment dans un sentiment où il cherche à emmerder l'occidental en lui prenant le plus de sous possible. C'est un petit peu ça le feeling. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a Mehdi Tayoubi, oui, qui nous dit que, enfin, il nous décrit un petit peu leur équipe, et il semblerait que cette équipe soit composée essentiellement ou exclusivement de scientifiques. Et c'est, selon moi, probablement la démarche la plus saine pour ne pas, comment dirais-je, gauchir le débat avec des croyances dogmatiques qu'incarne à merveille Zai Hawass. Par contre, Zai Hawass n'incarne pas tous les égyptologues, et il aurait peut-être été sympa d'inviter ou de donner la parole à d'autres égyptologues, autres qu'en tout cas la petite dame qui nous a fait la visite sensationnelle du début de reportage. Donc oui, ça aurait été quand même bien d'avoir quelques avis, a posteriori au moins, une fois les résultats scientifiques révélés, pour voir ce que ça inspire à d'autres personnes que Zai Hawass, parce qu'on n'a eu que son son de cloche à lui. Plus tard, j'ai beaucoup rigolé en voyant comment sont acheminés les télescopes du CEA. Moi qui connais la circulation Kérotte à peu près par cœur, et de voir des machines qu'on a bichonnées sans limite en Europe se retrouver sur le plateau d'un vieux pick-up qui doit rouler comme un assassin, un peu à l'instar des 25 millions de déplacements de véhicules quotidiens de la capitale égyptienne, ouais, ça m'a vraiment fait marrer.
D'ailleurs, en parlant de rigoler, l'intervention de Zaiawas qui suit peu après m'a carrément fait hurler de rire. Je ne sais pas si c'est un angle délibéré scénaristique d'avoir un méchant, n'oublions pas qu'on est à la télé, et donc il faut comme souvent des gentils et des méchants, mais en tout cas, Zaiawas il est représenté ici fidèle à lui-même à chaque fois qu'il parle à quelqu'un qui n'est ni égyptien, ni égyptologue old school. Le mec devient complètement hystérique. Écoute, ça fait 45 ans que je travaille comme archéologue. La technologie ne m'a jamais rien prouvé de convaincant. Mais on a vraiment besoin d'informations très précises cette fois. Sinon, vous allez clore définitivement le chapitre de la science et de l'archéologie. Personnellement, je ne crois pas du tout à ce genre de technique. Tout ce qui a été fait scientifiquement dans les pyramides depuis 100 ans, c'est du vent. D'ailleurs, les bonhommes du CEA ont du mal à contenir leur fou rire face à un tel guignol, et ça m'a fait marrer de les voir un petit peu contenir leur fou rire. Enfin bon, ce qui est dramatique, c'est de aussi comprendre que Zaiawas est toujours le Dieu le Père niveau égyptologie, et c'est quelque chose qui est malgré tout un petit peu triste, je trouve. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'il démonte complètement les techniques employées, mais le Coco, lui, il n'a jamais rien à mettre en avant pour faire avancer le schmilblick. En plus, il est d'une mauvaise foi extraordinaire lorsqu'il dit qu'il attend des éléments précis. Parce qu'au moment où il parle devant les caméras assez rapidement, on nous dit 20 minutes, il a déjà entendu la présentation suite aux résultats de la pyramide rhomboïdale. Parce que ces résultats, ils ont été présentés devant un colloque d'égyptologues et du ministère des Antiquités, et Zaiawas y était présent. Donc il sait pertinemment que les muons permettent d'identifier une cavité, mais pas de localiser précisément. Pourtant, il fait exprès de demander des résultats très précis. Mais on a vraiment besoin d'informations très précises cette fois. Et donc en plus, il la joue assez finaude en disant « je sais qu'il y a des cavités », comme ça il pourra se targuer de l'avoir annoncé sans technologie. Parce qu'on sait très bien que dans la grande pyramide, il y a des cavités. Sauf que sans scan pyramide, il n'aurait jamais été capable de démontrer quoi que ce soit. Démonstration d'ailleurs obligatoire qu'il place comme une épée de Damoclès sur les épaules des pauvres chercheurs honnêtes. Un petit peu plus tard, ce qui est super, c'est que l'heure des résultats arrive avec... qu'est-ce qui s'est passé ? Ah oui, le ministère des Antiquités qui invalide un peu les deux premières petites cavités trouvées, argumentant que la différence de densité mise en exergue par les muons pourrait tout à fait se limiter à un assemblage de petites pierres au milieu de plus grosses, créant donc une différence de densité et donc un comportement différent des muons. Et quand on connaît un peu l'assemblage des blocs de la Grande Pyramide, les blocs en vrac qui sont invisibles peuvent vraisemblablement être de taille très très différente, au point que certains d'entre eux soient vraiment tout petits. Et quand on parle de vrac, on peut regarder aussi la pyramide de Képhren, on peut regarder ce qu'il y a derrière le parement de la pyramide rhomboïdale, on peut regarder la pyramide rouge aussi à Dachour, donc là-bas on voit que c'est un bordel sans nom à l'intérieur, et que ça n'a rien à voir avec les parements qui sont très bien travaillés. Donc c'est pas quelque chose de totalement fou d'imaginer vraiment oui, ces blocs en vrac de grande et aussi de toute petite taille. Mais si telle était la raison de petites cavités détectées, elle ne l'aurait pas été que sur ces deux petits endroits, mais de manière plus récurrente un peu partout dans les 100 degrés d'angle que permettent de scanner les appareils de la mission. Mais juste après, les deux petites cavités dont on vient de parler sont vite oubliées lorsque la grande cavité qui nous intéresse et qui a médiatisé ce grand projet a été découverte. On nous dit qu'elle mesure 30 mètres de long et fait 400 mètres cubes, ce qui nous donne une hauteur et une largeur assez réduite de 3,5 à 4 mètres chacune pour qu'avec les 30 mètres de long, on arrive à ce volume de 400 mètres cubes. Un super volume de vide ici, équivalent au volume de la Grande Galerie. Donc par contre, on n'est pas sur le même volume que celui de la Grande Galerie, contrairement à ce que dit Mehdi Tayoubi. La Grande Galerie, c'est 47 mètres de long, 8 mètres 60 de haut et un peu plus de 2 mètres de large. Et donc si on fait le calcul, on est non pas à 400 mètres cubes, mais à près de 850 mètres cubes. C'est quand même le double de ce qui a été annoncé un petit peu plus tôt. Donc proximité structurelle, oui, ça je veux bien, mais pas les mêmes proportions du tout, car on est du simple au double. Et bien que la découverte soit somme toute absolument formidable, reste aussi à prendre tout cela avec des pincettes, car on n'est pas encore capable d'en savoir plus en termes de positionnement précis.
Tayyoubi le dira sans détour d'ailleurs, et c'est très honnête de sa part, que cette grande cavité se situe entre 55 et 70 mètres d'altitude par rapport au sol du plateau de Gizeh, sans savoir si cette cavité est horizontale ou inclinée. On ne sait pas si cette cavité est horizontale ou inclinée. Ah oui, après il y a la réaction de Morishima, là, le docteur de Nagoya. Alors lui, il est gentil, franchement, Morishima, je l'aime beaucoup, mais alors je sais pas pourquoi on a gardé son intervention qui nous replonge dans les travers fantastiques de l'égyptologie, entre guillemets classique, quand il dit espérer trouver des papyrus ou la momie de Khéops dans cette cavité. J'aimerais bien qu'il y ait, par exemple, d'anciens papyrus, ou bien peut-être la momie du pharaon Khéops. Je suis surpris d'ailleurs que tant de scientifiques se soient plongés dans les méandres des pyramides sans être choqués par les incohérences et les improbabilités de ce qu'on en dit habituellement. Alors qu'est-ce qui m'a plu dans tout ça? C'est aussi la petite cavité qui est derrière les chevrons de l'entrée d'origine. Qui dit chevron dit entre guillemets chambre de décharge comme ils disent, bien que cela soit un terme un peu trop utilisé sans forcément recroiser les architectures internes de toutes les pyramides, et donc cela serait somme toute cohérent d'avoir une pièce ou un couloir qui partirait aussi à proximité de ces chevrons. La conclusion du documentaire nous parle pour la deuxième fois de la tombe de Toutankhamon qui a été retrouvée intacte. Oui, certes, mais rien à voir avec les pyramides, car on parle de sublimes tombes de Luxor, alors que ce qui nous intéresse, ce sont les pyramides des bâtisseurs, celles de Gizeh et de Dachour, qui, elles, n'avaient vraisemblablement pas de destinée sépulcrale. Et je suis d'ailleurs étonné que les scientifiques n'aient pas eu la puce à l'oreille un petit peu à travers tout ça. Enfin bref, parler de Toutankhamon pour la deuxième fois, je trouve que c'est une légère fausse note qui vient renforcer un mythe restant à démontrer, alors que justement, depuis 90 minutes, l'émission s'efforce de mettre l'accent sur la science. Comparaison n'est pas démonstration, Luxor, tombeau et corps, oui, pyramide de Gizeh et Dachour, non. Mais je sais pas pourquoi on fait cette fixette sur Toutankhamon, peut-être parce que c'est un nom un peu marketable qui fait vendre, mais toujours est-il que je vois pas qu'est-ce que ça amène, surtout que ça nous fait faire quelques pas, je dirais, en arrière, et nous faire retomber dans des croyances, oui, dogmatiques que personne n'a été capable de vérifier encore jusqu'à aujourd'hui. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est qu'en toute fin de documentaire, on aborde un point crucial, et je trouve dommage qu'on n'en ait pas plus parlé dans le documentaire en lui-même. Ils auraient peut-être pu allouer 1, 2, voire 5 minutes de plus à ça, c'est l'exploration physique de la pyramide. Parce que, en effet, aussi perfectionnées les technologies puissent-elles être aujourd'hui, un jour ou l'autre, il faudra quand même aller voir ça nous-mêmes de nos propres yeux pour confirmer in situ ce que nous avons repéré et ce que nous ont indiqué les machines. Et donc pour ce faire, ça sera soit physiquement, soit avec des robots. Alors les robots, ils constituent un challenge extraordinaire quand on voit ce dont nous devons être capables de réaliser pour aller fouiner dans la pyramide sans l'abîmer. Par contre, physiquement, ça pose un problème bien plus grand, et d'ailleurs une foultitude de problèmes, surtout en termes d'accessibilité. Il faudra y aller, comme je le disais, mais comment ? On va pas se mettre à défoncer la pierre pour y aller. Donc à moins de s'en remettre à des robots dernier cri, l'exploration se fera soit au détriment du bâtiment, soit au détriment de l'accès à la pyramide par les touristes pendant que l'exploration aura lieu. Et je peux vous dire que depuis le 1er novembre et l'augmentation des prix de tickets, à 15 € le ticket d'entrée juste pour la grande pyramide, on peut être sûr que l'accès ne sera pas suspendu, à moins qu'on arrive à caler ça hors des horaires d'ouverture, parce que de toute évidence, l'Égypte compte énormément sur le tourisme pour vivre, et sans le tourisme, l'Égypte est un pays quasiment mort. Bref, un projet qui est encore en plein essor, comme nous l'avons d'ailleurs vu de nos propres yeux sur le plateau de Gizeh courant novembre, lors de la dernière expédition que j'ai guidée et encadrée, lors de laquelle nous avons vu des équipes qui étaient encore tous azimuts sur les flancs nord et ouest de la Grande Pyramide. Et puis pour conclure cette vidéo, je dirais qu'aujourd'hui, il y a une seule chose qui soit sûre, c'est que le projet Scan Pyramide n'a pas fini de surprendre, que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit tout le monde, pour le bonheur des uns et le grand dam des autres, parce qu'ils sont encore sur place, ils sont encore en train de faire des mesures, ils sont encore en train de scanner. Je suis convaincu que c'est
pas l'aboutissement, mais qu'on est plutôt à un point de départ concernant la recherche des mystères, non seulement de la grande pyramide de Khéops de Gizeh, mais aussi des autres pyramides de toute l'Égypte. Et j'ai une grande impatience, oui je cherche mes mots, j'ai une grande impatience par rapport aux prochains faits d'armes qui nous seront relayés et partagés par l'équipe de Tayoubi et l'équipe de Scan Pyramide.